Bonsoir Acacio Pereira, vous êtes rédacteur en chef à 20 minutes. Merci d'être avec nous. Bernard Sananès, vous présidez l'Institut de sondage CSA. Et Bonsoir. On va évoquer avec vous cette dernière vague de notre sondage, la course 2012 pour BFM TV, RMC et 20 minutes, 9e édition. Et un petit peu de répétition, j'ai envie de dire quand même, avec François Hollande qui arrive encore en tête des primaires, qui survole encore les primaires et qui même creuse l'écart, non? Oui, mais alors pour aller dans votre sens, Ruth, la répétition vient aussi que François Hollande a pris un avantage dans la manière dont il a conduit cette campagne parce qu'il a été candidat très tôt. Et il a été quelque part toujours à l'initiative dans cette campagne. Il a été à l'initiative quand il a déclaré sa candidature, presque avant tout le monde, profitant du silence de Dominique Strauss-Kahn, c'était avant mai, et il a poursuivi toujours d'être à l'initiative à l'université d'été, on l'a vu, c'est toujours lui qui a donné le sentiment d'avoir le plus de dynamique cette campagne. Et il récolte les fruits de cette campagne très dynamique qu'il a débuté beaucoup plus tôt que les autres, et notamment beaucoup plus tôt que Martine Aubry. Mais après le débat, c'est la même chose, quoi. Ben, j'ai l'impression que ça s'est même accéléré, puisque pour le coup, autant François Hollande continue à avoir un très bon score et largement en tête. Et surtout, moi, ce que j'ai noté dans cette dernière vague, c'est l'effondrement quasiment de Martine Aubry, et notamment auprès des sympathisants PS, puisque le mois dernier, la différence de points entre François Hollande et Martine Aubry était de 4 points. Et là, elle perd carrément 17 points entre François Hollande et Martine Aubry. C'est quand même... Ça veut dire que cette tactique de faire la différence avec François Hollande, elle le paye cher parce qu'elle n'arrête pas. Elle pousse des coups de boutoir comme ça pour faire vraiment... Ça veut dire surtout que, il n'y a pas vraiment de différence programmatique. Et donc, on est quand même sur un jugement de posture et de stature. Et que sur ces deux critères-là, François Hollande a pris un avantage qui est très net. Sur la question de la stature et sur la capacité à battre Nicolas Sarkozy. C'est là-dessus qu'aujourd'hui, François Hollande construit son avantage concurrentiel. Il faut comprendre une chose. La gauche n'est plus à l'Élysée depuis 1995. Ça fait 17 ans. Quand on est sympathisant ou militant de gauche, le premier critère, c'est de faire que la gauche gagne. Oui, mais quand même, je passe au chapitre suivant. Dans la bataille avec Nicolas Sarkozy, François Hollande et Martine Aubry, finalement, arrivent, le battent tous les deux, et ça se tient relativement, 28 ou 27 quand même. Hein, c'est que Ségolène Royal qui éventuellement laisse passer Marine Le Pen devant, selon notre sondage. D'ailleurs, c'est Marine Le Pen qui en profite cette fois-ci, puisqu'elle était descendue à 15% en moyenne au mois d'août. Là, elle remonte à 18%. Et même à 19 avec Ségolène Royal. Contre Ségolène Royal. Effectivement, les candidats, les autres gros candidats, que ce soit François Hollande, Martine Aubry ou Nicolas Sarkozy, stagnent à peu près dans oui, mais petite différence quand même, si je peux me permettre, petite différence. Le score Hollande-Aubry contre Sarkozy, c'est 28-27. Mais dans l'hypothèse où c'est François Hollande, Nicolas Sarkozy est un peu décroché. Il est 4 points derrière. Et donc c'est la perspective aussi que le candidat de gauche soit en tête au premier tour, ce qui, on le sait, donne un avantage pour le second tour. Donc là, on le voit bien, ça correspond aussi aux questions sur la capacité à faire battre le président de la République. Alors le PS sortira divisé de ces primaires, c'est l'avis majoritaire des Français interrogés? Des Français, mais pas des sympathisants socialistes. Alors, 65% disent le contraire chez les socialistes. Il sortira plutôt réunifié et plutôt en bon état. Donc les Français pensent que les primaires vont être coûteuses pour le Parti socialiste et les sympathisants, mais bon, c'est les Français qui votent, hein, et les Français qui votent aux primaires et les Français qui votent aux élections. Oui, mais plutôt des Français qui se sentent proches des idées du Parti socialiste, a priori. Oui, ce sont plutôt les électeurs de droite, du Front National, les non-partisans, qui pensent évidemment, parce que d'abord la primaire, il faut le rappeler, la primaire c'est quelque chose de nouveau dans cette configuration-là. Donc c'est vrai que pour tous ceux qui ne sont pas dedans, on peut considérer que ça apparaît comme un affrontement. Pour ceux qui vivent la primaire, je dirais de l'intérieur, qui sont plus dans ce camp-là, c'est vrai que ce débat apparaît plutôt de bonne tenue, qu'il n'y a pas aujourd'hui de très gros affrontements. Et donc au sein de l'électorat de gauche, on doit pouvoir penser que après le second tour ou le premier tour des primaires, on pourra se réconcilier très facilement. C'est pour ça sans doute qu'il y a ce décalage très fort, hein, vous le soulignez, entre la vie des Français. Surtout si le candidat qui l'emporte avec une bonne belle marge, avance. évidemment. On va se dire, voilà, on va tous se réunir derrière lui et on y va, on va au combat pour 2012. C'est ce que mes invités de la première partie disaient, Guillaume Bachelet et Najat Belkacem disaient cela. Néanmoins, il y a un autre problème, c'est que les Français ne savent pas très bien quand même comment voter et comment ça va se passer. Et ça, c'est visible aussi. Hein. Donc là, ça sera au Parti socialiste de faire un gros travail de pédagogie. Je pense que la presse, de son côté, a déjà fait un peu ce travail. On a expliqué comment ça se passait, le nombre de bureaux de vote. Il faut payer 1 euro. Il faut payer un minimum 1 euro. Au minimum. Voilà, semble-t-il, les Français ne l'ont pas encore complètement compris, donc on va
en remettre une couche, comme on dit vulgairement. En même temps, on le voit bien, l'intérêt pour les primaires est fort. On l'a vu avec le succès d'audience, on le voit dans les 14% de Français qui disent qu'ils iront certainement voter, plus 14% probablement. Donc sans doute la barre du 1 million qui avait été donnée, qui est une barre aujourd'hui qui peut paraître assez basse d'ailleurs, peut être atteinte. En plus, ça correspond à tout ce qu'on a dans d'autres études sur le désir dans la société de participer. Voilà, donc il y a un intérêt pour les primaires. Maintenant, est-ce que ça va se traduire à 1 million, 2 millions, 3 millions? En Italie, la dernière fois, pour M. Veltroni, il y a eu 3 millions de participants. C'est d'ailleurs pas pour ça que M. Veltroni a gagné. Mais les primaires sont une nouveauté. 2, c'est vrai qu'il y a des questions sur les modalités pratiques. Si on veut généraliser, je pense que... Merci beaucoup. Pardon, merci beaucoup. Voilà, on a bien décortiqué le sondage. L'actualité, c'est aussi cette affaire Karachi, vous le savez très bien. On en reparlera parce qu'il y aura certainement des conséquences sur la prochaine vague dans les chiffres. Et on est en direct avec Bernard Cazeneuve, qui est député maire de Cherbourg et rapporteur de la mission d'information sur les circonstances entourant l'attentat de Karachi. Bonsoir Bernard Cazeneuve, merci d'être avec nous. Ce soir, il y a une sorte de contre-attaque, de riposte de l'Élysée, et à l'instant Jean-François Copé notamment qui dit le PS est prêt à tout pour salir Nicolas Sarkozy. C'est vrai ? Écoutez, je trouve que c'est vraiment ces déclarations très, très pitoyables. Si des mises en examen ont eu lieu, c'est parce que des juges enquêtent, des juges indépendants, dont l'actuel pouvoir d'ailleurs a voulu remettre en cause l'indépendance il y a quelques mois. Le calendrier de travail de M. Van Ruynbeck ou de M. Trevidi, qui sont des juges indépendants comme de nombreux juges dans la République française, n'est pas dicté par la rue de Solferino, et je trouve que ce type d'amalgame est assez pitoyable. Mais vous qui connaissez bien le dossier, vous pouvez dire que Nicolas Sarkozy est cité dans le dossier, qu'il est au cœur de la corruption, comme l'a dit l'avocat Olivier Maurice, l'avocat des victimes ? Non, moi je n'ai jamais dit ça, tout simplement parce que je n'ai pas accès au dossier d'instruction, parce que lorsque j'ai fait la mission d'information parlementaire, le nom de Nicolas Sarkozy est cité une fois dans le rapport de la mission et à décharge parce qu'un collaborateur du ministère des Finances a indiqué que le ministre du Budget de l'époque était contre ce contrat. C'est vous dire à quel point les socialistes sont dans une manœuvre de déstabilisation du président de la République. Nous avons fait un travail extrêmement rigoureux, que nous avons voulu honnête intellectuellement, et moi je ne souhaite pas que la vérité croise le chemin du président de la République, parce que je suis avant tout républicain et soucieux de voir la République debout, y compris lorsqu'elle est dirigée par Nicolas Sarkozy. En revanche, je souhaite que la vérité advienne et que les juges puissent avoir les moyens de faire leur travail. Et lorsque je constate qu'on refuse à la mission d'information parlementaire des pièces dont elle a besoin pour conduire ses investigations, que le gouvernement, au nom du secret défense, ne transmet pas au juge Van Ruynbeck des pièces qui sont entre les mains du ministère des Finances et qui pourraient être très utiles à l'avènement de la vérité, lorsque je constate que la majorité parlementaire ne veut pas donner au juge d'instruction le compte-rendu des auditions de la mission d'information parlementaire au nom de la séparation des pouvoirs, lorsque je constate que le Conseil constitutionnel, présidé par Roland Dumas, socialiste, a validé les comptes de campagne d'Édouard Balladur, alors que les rapporteurs indépendants, magistrats de la Cour des comptes et du Conseil d'État avaient préconisé le rejet de ces comptes en raison des irrégularités qu'ils comprenaient, je me pose quand même beaucoup de questions sur la possibilité d'arriver à la vérité. Dernière question, ce soir vous pouvez dire que la justice française est indépendante. Deux proches du président, notamment Nicolas Bazir, mis en examen dans le volet financier pour complicité d'abus de biens sociaux. Mais il a fallu, Madame Elfrief, que les familles se battent pour cela. Je vous rappelle que si le juge Van Ruynbeck enquête, alors qu'on avait refusé aux juges antiterroristes de pouvoir enquêter sur le volet terroriste, c'est parce qu'elles ont déposé plainte. Et lorsqu'elles ont déposé plainte et que l'enquête préliminaire a eu lieu, le parquet a fait systématiquement appel des ordonnances de M. Van Ruynbeck qui se proposait d'élargir le périmètre de son enquête. Et c'est parce qu'il y a eu un combat judiciaire qui se poursuit d'ailleurs, puisque les familles ont posé une question prioritaire de constitutionnalité sur le secret défense qui doit faire l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel. C'est parce que ces familles courageuses, déterminées, se battent depuis des années pour savoir pourquoi un certain nombre des leurs sont disparus à Karachi, que les juges aujourd'hui enquêtent. C'est certainement pas grâce à M. Nicolas Sarkozy ni au pouvoir en place. Merci Bernard Cazeneuve, rapporteur donc de la mission parlementaire sur Karachi. Merci à tous les deux d'être restés sur notre plateau. C'est tout de suite le 20h évidemment d'Alain Marchal. On s'y retrouve. À tout de suite.